Présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. C'est la rentrée après les vacances de la Toussaint pour tous les élèves français. La rentrée, oui, mais pas pour tout le monde. Les sanctions contre les élèves ayant perturbé la minute de silence en hommage à Dominique Bernard, ainsi que ceux soupçonnés de radicalisation, se multiplient avec en prime un déploiement de sécurité dans et autour des établissements. On en parle avec nos invités dès la première partie de cette émission. Des jeunes qui rendent hommage à Gustave Eiffel dans une œuvre chorale. C'est l'événement que vous propose aujourd'hui notre bon point du jour. Dans sa chronique, Guillaume Buan fera la lumière sur le service national universel et anciennement le service militaire. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, Elisabeth Borne était ce matin l'invitée de France Inter en ce jour de rentrée pour nos écoliers. Et la Première ministre est revenue sur les élèves qui avaient perturbé justement les hommages au professeur d'Arras tué il y a moins d'un mois. Vous savez qu'ils ont fait l'objet d'une exclusion à titre conservatoire. Ils ne font pas leur rentrée aujourd'hui. Ils devront passer devant un conseil de discipline qui décidera, le cas échéant, de sanctions. Un peu plus de 180 élèves. Et alors que les actes antisémites se multiplient en France, plus de 1000 recensés depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, la Première ministre a réaffirmé la mobilisation de son gouvernement, notamment près des écoles. Le gouvernement est totalement mobilisé pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire et notamment autour des écoles. Vous savez qu'après l'attentat d'Arras, j'ai relevé la posture Vigipirate pour passer en urgence attentat, c'est-à-dire la posture la plus élevée, et on y est toujours. Donc cela veut dire qu'il y a une mobilisation exceptionnelle de nos policiers, de nos gendarmes, qu'on a aussi renforcé le nombre de militaires qui sont mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle, qu'on a aussi adapté les règles autour des écoles pour que, en particulier, il ne puisse pas y avoir de rassemblement autour des écoles. Enfin, nous vous en parlions ici, Elisabeth Borne souhaite la mise en place de moyens pour prévenir notamment les commissariats et ce en cas d'alerte, notamment via l'utilisation de boutons. Moi, ce que je cherche, c'est des mesures efficaces. Par exemple, vous savez, des boutons d'appel qui permettent de prévenir immédiatement le commissariat. Ça existe dans certains établissements. La discussion se tiendra tout à l'heure avec les associations d'élus, mais je pense que c'est par exemple une réponse qui peut être généralisée. Elisabeth Borne qui est donc l'invitée ce matin de nos confrères de France Inter. Nous l'évoquions, plus de 1000 actes antisémites enregistrés dans le pays depuis le début du conflit, dont 486 interpellations. Et invité de France Inter une nouvelle fois hier midi, Xavier Bertrand, le président des Républicains de la région Hauts-de-France, a été interrogé sur les chants antisémites scandés dans le métro parisien. Pour lui, il faut tout simplement les condamner. On doit réprimer très sévèrement tout ce type d'acte, qu'il soit le fait de majeurs ou qu'il soit le fait de mineurs. Et s'ils sont mineurs, que la justice aussi soit sur les parents. Vous ne venez pas au monde antisémite, mais vous le devenez. Et la question qui se pose, c'est il faut aller chercher ceux qui, à un moment ou à un autre, donnent ce poison dans la tête de ces personnes. Est-ce que c'est des décérébrés ou pas? Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, ils doivent être poursuivis et condamnés. La responsabilité des parents, donc au cœur de la stratégie de lutte contre la recrudescence des actes antisémites, selon Xavier Bertrand. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale avait évoqué près de 1000 jeunes radicalisés. Il les appelle d'ailleurs, le ministre, à les sortir immédiatement des écoles, ce que souhaite également Xavier Bertrand. Mais pour lui, il appelle à faire beaucoup plus vite, notamment grâce aux moyens qui sont d'ores et déjà mis en place en France. Vous avez, vous le savez, les centres éducatifs fermés, mais qui ne portent pas, à mon avis, suffisamment de place. Et puis, il y a aussi les EPID. Ce sont des centres d'insertion qui ont été ouverts notamment pour des profils et des parcours, notamment de bacheliers, et donc qui pourraient très bien les accueillir. Il y a un encadrement militaire. Il ne s'agit pas, ces radicalisés, de les sortir du milieu de l'éducation nationale pour les mettre dans un autre milieu, mais ils peuvent faire très clairement l'objet d'un suivi à part dans ces établissements. Les EPID, il y a plusieurs milliers de places en France. Alors, bien évidemment, il n'y a pas forcément 1000 places disponibles, mais c'est déjà une première réponse. Ces jeunes-là n'ont plus rien à faire dans l'école de la République.
Les propos donc de Xavier Bertrand, le président Les Républicains de la région Hauts-de-France, était sur France Inter ce week-end. Moins d'une semaine après le passage de la tempête Ciarán, rentrée perturbée en Bretagne et en Normandie pour de nombreux élèves. Effectivement, en cause des bâtiments endommagés, certains qui n'ont pas accès à l'électricité ou encore à l'eau potable, au moins 29 établissements scolaires bretons n'ont pas d'ailleurs ouvert pour cette rentrée, c'est ce qu'a annoncé l'Académie de Rennes, 20 dans les Finistères, 9 dans les Côtes-d'Armor. L'Académie qui fait savoir que demain, le retour en classe pour tous les élèves est prévu, notamment dans les Côtes-d'Armor. Dans le Finistère, 4 lycées vont garder portes closes. Un lycée de Brest ne sera d'ailleurs pas en mesure d'ouvrir ses portes cette semaine. Le rectorat qui affirme toutefois la continuité pédagogique de l'enseignement via les espaces numériques de travail. À noter que dans la Manche, ce sont aussi une quinzaine d'établissements qui restent portes closes. Au volet judiciaire, les 4 mineurs poursuivis pour harcèlement dans l'affaire du jeune Lucas ont été relaxés. Cet adolescent de 13 ans qui avait été retrouvé pendu le 7 janvier 2023 au domicile de sa famille dans les Vosges. Il subissait des faits de harcèlement dans son collège, notamment en raison de son homosexualité. Les 4 collégiens avaient fait appel après avoir été reconnus coupables de harcèlement par le tribunal pour enfants d'Épinal. Alors aujourd'hui, la Cour d'appel de Nancy a changé cette décision. Dans son verdict, la Cour a relevé le caractère odieux de ces propos qui ont été tenus sur une période du 1er septembre 2022 à début octobre 2022, mais elle souligne l'absence des faits qui démontrent que ces propos avaient un impact sur la santé mentale de Lucas. Elle pointe aussi l'absence de lien de causalité avec le suicide du collégien. La famille de Lucas peut toutefois se pourvoir en cassation pour contester cette décision. Et pour terminer, près de 4 millions de téléspectateurs hier pour l'interview du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Le ministre qui était l'invité d'Audrey Crespo-Mara pour son portrait dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Le ministre qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité. Il a raconté lui-même avoir subi ce harcèlement lors de son adolescence. J'étais à la fin du collège avec 14-15 ans. C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert un site internet sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. Voilà ce qu'il a expliqué, le ministre, qui dit avoir vécu aussi un déferlement d'injures et d'insultes. Ça a duré plusieurs mois, cela a été très violent. Des commentaires qui étaient postés par exemple comme des mots pédale, tafiole ou encore tarlouse. Rappelons que le ministre est né d'un père issu d'une famille d'origine juive, d'une mère chrétienne russe orthodoxe. Le ministre qui a aussi indiqué sur TF1 avoir reçu des courriers, des injures et des messages sur les réseaux sociaux à caractère antisémite, d'autres lettres de menaces depuis l'interdiction de l'abaya et être toujours la cible d'attaques homophobes. Il assure toutefois s'être forgé une carapace comme la plupart des enfants aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume. La Première ministre Elisabeth Borne l'a annoncé ce matin. 180 élèves n'ont pas fait leur rentrée aujourd'hui en raison des perturbations dont ils sont à l'origine lors de la minute de silence en hommage à l'assassinat de Dominique Bernard le 13 octobre dernier. Une tension autour des élèves soupçonnés de radicalisation qui se tend jusqu'à prévoir des sanctions et des dispositifs d'alerte dans les écoles. Alors quels moyens sont envisagés et comment les appliquer ? On en parle dans quelques minutes. Pour parler de ce sujet fort important et qui fait malheureusement l'actualité, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Médéric Chapiteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et également membre du Conseil des sages de la laïcité auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci d'être là. Face à vous, Jean-Rémy Girard, qu'on ne présente plus, mais bonjour. Une fois encore, bonjour. Président du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges. Merci aussi d'être avec nous. Cette petite rentrée qui est fort sympathique, dont on va parler, oui. Où il se passe des choses. On a des meilleurs. Exactement. Et également par Skype, Arnaud de Saint-Rémy. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans le Grand JT. Vous êtes avocat au barreau de Rouen et spécialiste du droit des mineurs. Alors je le disais donc en introduction, Elisabeth Borne a annoncé que 180 écoliers ne sont pas sur les bancs donc de l'école aujourd'hui, ne sont pas revenus après les fameuses vacances d'automne. Alors qu'est-il advenu, justement c'est ma question et je vais m'adresser à vous directement Arnaud de Saint-Rémy, qu'est-il advenu de ces élèves qui n'ont pas respecté la minute de silence suite à l'assassinat de Dominique Bernard? Alors évidemment, je ne connais pas le sort de chacun de ces élèves, mais visiblement, ils ont fait l'objet de procédures éducatives, et en tout cas peut-être même disciplinaires, et le gouvernement a manifestement décidé de serrer un peu la vis à l'encontre de ces élèves qui ne se sont pas montrés respectueux
des principes républicains, de cette minute de silence qui s'imposait, me semble-t-il, effectivement au sein des établissements scolaires pour marquer l'hommage qui devait être rendu à ce professeur des écoles qui a été victime d'un acte d'agression absolument inacceptable. Si je comprends bien, Arnaud Saint-Rémy, vous n'avez pas été encore contacté par des familles qui, en fait, demandent la réintégration immédiate de leur enfant au sein du collège? À titre personnel, non, je ne l'ai pas été, mais je sais qu'effectivement, un certain nombre de ces familles l'ont demandé. Les procédures sont en cours et effectivement, il existe un certain nombre de recours qui peuvent être menés soit devant le recteur d'académie, soit, le cas échéant, devant les tribunaux administratifs. Alors, on va en parler, évidemment, bien sûr, de ces enfants. Hein. Que faire? Comment réagir déjà à l'encontre de ces sanctions? Et puis, que faire de ces enfants qui, effectivement, se retrouvent exclus de l'école? Jean-Rémy Girard, c'est une exclusion à titre conservatoire? Expliquez-nous. Alors, ce qui se passe, là, on est dans la procédure éducation nationale, qui est différente d'ailleurs d'une procédure devant un tribunal, qui peut faire l'objet de recours. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que ces élèves sont en attente d'un conseil de discipline. Il va y avoir des conseils de discipline qui vont ensuite prononcer ou pas une sanction qui peut aller jusqu'à l'exclusion définitive. Mais en attente de la tenue du conseil, le chef d'établissement peut décider d'une mesure conservatoire, c'est-à-dire que pour, la paix intérieure de l'établissement, parce qu'il estime que ça peut représenter un danger ou un trouble manifestement important au sein de son établissement, il peut décider que l'élève ne revienne pas dans l'établissement jusqu'au jour où il y a le conseil de discipline. C'est ce qu'on appelle une mesure conservatoire, ça existe depuis longtemps. Le ministre, s'en est un peu attribué la décision, mais en fait c'est une décision qui revient à chaque chef d'établissement individuellement. Mais ce problème que l'on voit là, suite effectivement à cette minute de silence, je le rappelle, qui n'a pas été respectée, donc a priori par de nombreux élèves, là 180 écoliers qui ont été donc exclus de l'établissement à titre provisoire pour l'instant, je disais bien, c'est pour des raisons effectivement de non-respect de cette minute de silence, donc suite à l'assassinat de Dominique Bernard, suite à cette journée terrible du 7 octobre qui s'est passée en Israël et au conflit que l'on vit donc depuis, évidemment, donc en lien aussi beaucoup entre le conflit israélo-palestinien et la laïcité. Médéric Chapiteau, est-ce qu'on peut faire un lien de tout cela et est-ce qu'aujourd'hui, à la fois les chefs d'établissement, les enseignants et les familles sont en discussion pour essayer de prendre en compte la situation? Alors, faire un lien, je ne sais pas. Des discussions, il va y en falloir, parce que manifestement, les zones de tension à l'international se répercutent sur le territoire national. On le voit tristement au quotidien. C'est difficile pour tout le monde, et l'école est le reflet de la société. Donc l'école doit aujourd'hui être en capacité de gérer ces événements, tant bien que mal, avec des outils plus ou moins fiables. Donc la laïcité est un socle fondamental qu'il faut avancer, sauf que là, on parle d'autre chose. C'est des atteintes à la laïcité qui ont conduit la centaine d'élèves, les 200 élèves là, à ne pas reprendre l'école à la rentrée. Et il y a les autres chiffres qui ont été donnés par le ministre de l'Éducation nationale sur les élèves qui étaient radicalisés, entre guillemets. Le droit, pour tout enfant, on a un droit effectivement à l'école, donc à l'apprentissage. C'est même un devoir d'ailleurs de mettre son enfant à l'école. Donc comment peut-on faire aujourd'hui, Jean-Rémy Girard, pour que, on puisse à la fois combiner, c'est-à-dire une éducation et un apprentissage en toute sécurité pour tout le monde, à la fois élèves et professeurs, et en même temps pouvoir respecter les lois de la République et donc respecter cette fameuse laïcité, les lois de 1905 et 2004. Dans certains cas, c'est pas forcément simple. Il faut bien dire que déjà, c'est pas forcément une obligation pour tous les parents de mettre leur enfant à l'école, puisqu'il existe la scolarisation en famille. Il existe aussi des établissements privés hors contrat, qui sont une forme d'école, mais une forme d'école qui échappe quand même très largement au contrôle de l'État. Nous, ce que l'on a, c'est de toute façon évidemment nos programmes scolaires, le fait qu'on ait des fonctionnaires, le fait qu'on a tout ça pour nous, si je puis dire. Après, il y a beaucoup de travail relationnel. Il y a la question de la gestion du groupe qui est parfois très compliquée. Il y a les effets d'entraînement qui peuvent exister. Et puis, il y a quand même, depuis un petit moment, le poids
des réseaux sociaux qui influent énormément sur nos élèves, qui sont quand même pour beaucoup très très branchés là-dessus. Et puis il y a d'autres sources d'autorité que l'autorité de l'école ou l'autorité du professeur. Voilà, ça peut être l'autorité familiale, ça peut être une autorité religieuse. Et on a, dans certains cas, qui sont heureusement ultra minoritaires, mais dans certains cas, on a une incapacité, nous, à pouvoir réaliser notre acte éducatif. Quand on est sur quelque chose qui s'apparente, je vais prendre un terme très simple, qui s'apparente à du lavage de cerveau, on va dire, qui s'apparente à ce niveau-là, en fait, nous, on peut toujours faire 7 heures d'enseignement moral et civique par jour, on ne sera pas en capacité de faire revenir certains élèves et de travailler sur leur esprit critique. Mais pour la majorité d'entre eux, on peut y arriver quand même. Mais alors, est-ce qu'on peut considérer que ces élèves ont envie finalement d'aller à l'école, je dis à l'école de la République? Est-ce que ces élèves aussi, qui ne respectent pas la minute de silence alors qu'on leur a demandé, suite à un assassinat, je le rappelle, donc c'est pas une pensée politique, c'est l'assassinat d'un professeur qui n'avait rien demandé, qui était là par hasard, et qui s'est fait assassiner le 13 octobre. Est-ce qu'on n'est pas face à des élèves qui de toute façon refusent clairement le système de l'école? Médéric Chapiteau. Alors, pour moi, ils sont dans un endoctrinement politico-religieux. Et donc, ça va être très difficile. Ces élèves-là, on n'essentialise pas, mais tous ceux qui sont sur cette partie-là vont avoir une grande difficulté à suivre l'école de la République, qui est là pour l'émancipation, tout ce qui a été dit avant. Ça va être quasiment une mission impossible pour eux de rentrer dans ce schéma-là. Alors, il ne faut pas être défaitiste, parce que sinon, qu'est-ce qu'on en fait? Mais en tout cas, il va falloir avoir une graduation dans la réponse éducative avec ce type d'élèves, parce que manifestement, ça va poser un problème qui va être dur à gérer, à la fois pour les professeurs, pour l'encadrement et pour les autres élèves. Arnaud Saint-Rémy, tout enfant a le droit en France de penser ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a des lois et des choses à respecter dans le cadre de l'école? Vous, en tant qu'avocat et donc spécialiste du droit des mineurs, quelle est la réponse à apporter à cette situation de radicalisation que l'on voit aujourd'hui à l'école? Et d'abord, il faut rappeler que nous sommes dans un état de droit et que cet état de droit prévoit effectivement un certain nombre de dispositions, soit dans le cadre des conventions internationales, je pense notamment à la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit deux choses, qui prévoit d'abord la possibilité de recevoir une éducation à laquelle peuvent contribuer bien sûr les parents, et également le droit au respect de son opinion et sa liberté d'expression. La difficulté à laquelle on est confronté dans cette situation, c'est de pouvoir concilier un certain nombre d'obligations qui sont contradictoires. D'abord, il y a un droit constitutionnel à recevoir une éducation, et depuis la loi du 26 juillet 2019, une école de la confiance, le droit à l'éducation commence dès l'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans, et de 16 à 18 ans, c'est une formation obligatoire. Que ce soit en école publique ou en école privée, ou que ce soit grâce à un enseignement à distance qui est sous contrôle d'ailleurs du rectorat, bien sûr. Et je pense que c'est l'esprit de la loi, puisque dans le Code de l'éducation nationale, il est rappelé que l'éducation est la priorité nationale, parce que cela permet l'égalité des chances, parce que cela permet de former les esprits à des valeurs, notamment des valeurs républicaines. Et la difficulté à laquelle on est confronté, c'est effectivement peut-être des jeunes qui n'ont pas envie de se mouler dans ce cadre-là, et leur donner la possibilité d'être totalement exclus de l'éducation nationale, c'est quelque part ce qu'ils recherchent. Et donc ce serait une très mauvaise idée. Je pense que face à des jeunes qui sont malheureusement endoctrinés, comme cela a été dit sur le plateau, toute l'éducation, rien que l'éducation, doit pouvoir s'exercer, parce qu'il faut pouvoir les sauver de cet endoctrinement, et ce n'est que par le système éducatif, alors soit de l'éducation nationale, soit dans un cadre d'assistance éducative lorsqu'il y a besoin de l'intervention d'un juge des enfants. Mais c'est peut-être un autre sujet que vous voudriez qu'on aborde. On va en parler justement de que faire de ces enfants-là, parce qu'on ne va pas évidemment les abandonner, et bien sûr c'est une autre question, mais je voudrais juste qu'on comprenne bien. On est face à combien d'enfants, enfin de jeunes radicalisés au sein de l'école? Est-ce que vous avez les chiffres, Médéric Chapiteau? Les chiffres qui ont été donnés dans les médias par le ministre de l'Éducation nationale, c'était environ 1000 élèves qui seraient suivis
par les services de renseignement pour radicalisation islamiste. C'est le chiffre qui a été véhiculé dans les médias. Alors après, le terme utilisé, c'est compliqué d'avoir exactement la graduation de cette radicalisation. Alors à la fois, c'est peu par rapport au nombre, c'est 12 millions d'élèves. Oui. Mais à la fois, c'est beaucoup sur ce que ça représente sur la société. Je vous rappelle quand même que si c'est vraiment 1000 personnes qui seraient fichées, 1000 enfants, je crois que le dernier recensement du nombre de personnes fichées au FSPRT, c'est 5000. Alors, le FSPRT, vous pouvez nous redire ce que c'est, s'il vous plaît ? C'est le fichier de signalement pour la radicalisation, enfin pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Alors, tous ces jeunes, donc enfants qui sont fichés, donc FSPRT, ces enfants-là ont droit tout de même à l'école. Bien sûr, ça a été dit. Le fait d'être fiché par un service de renseignement, ce n'est pas une condamnation. C'est à partir de là, on ne peut pas avoir une action pénale autour de ces jeunes enfants. Ils sont dans leur liberté d'action. Mais ils sont davantage suivis, ils sont davantage regardés. Ils sont suivis, oui, ils sont suivis par les services de renseignement en connaissance de cause. Le risque majeur, il est de deux ordres sur un lycée. C'est effectivement, dans un premier temps, c'est l'endoctrinement des autres élèves qui pourraient être dans l'école, dans le sillon, ou alors, dans le pire des cas, le passage à l'acte. Donc, alors là, forcément, Jean-Rémy Girard, une réaction par rapport à ça. Ça veut dire que quand on sait qu'il y a 1000 élèves, là, il y a 180 qui sont exclus. On sait, a priori, qu'il y aura à peu près 1000 élèves radicalisés. Donc, quand même, il y en a 800 et quelques, 820, qui ne sont pas manifestés, donc qui n'ont pas perturbé, soi-disant, la minute de silence, mais en tout cas qui seraient possiblement dans le même cadre. Oui, alors ensuite, tout ne se recoupe pas forcément. Dans les 580 qui sont exclus, ils peuvent l'avoir été, enfin, en tout cas, qui vont avoir un conseil de discipline, ils peuvent l'avoir été pour des choses qui ne sont pas toujours en lien avec la radicalisation. D'ailleurs, ils ont pu tenir des propos qui ne sont pas forcément liés à la radicalisation, mais qui vont contre le coup de la loi. Par gêne ou par fou rire. Alors, non, ceux-là ne font pas partie des 180. Ceux-là font partie des 500 et quelques, plus largement. Mais on ne fait pas un conseil de discipline pour quelqu'un qui a eu un fou rire, très clairement. Ce qui se passe, en fait, c'est effectivement que nous, Éducation nationale, nous, on n'est absolument pas au courant de tout ça. C'est-à-dire que les fichiers, ils ne sont pas au niveau de l'Éducation nationale. Là, vous découvrez le chiffre ? Alors non, parce qu'on en a parlé avec le ministre le 31 octobre dernier. Donc du coup, Gabriel Attal, notre ministre à nous, du coup, nous a transmis un certain nombre de chiffres, mais que lui-même a dû récupérer. En fait, la première réunion qu'on avait eue avec lui, lui-même n'avait pas le chiffre, puisque c'est au niveau du ministère de l'Intérieur que tout ça se passe. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de travailler entre ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice pour déjà peut-être essayer de faire, d'avoir une vision globale. Parce que je suis entièrement d'accord, c'est l'éducatif qui doit primer. Mais quand on est sur un mineur dont on sait qu'il consulte des sites djihadistes et qui a signalé que peut-être il avait envie de commettre un acte, et que ensuite la justice, qui a son propre tempo, on va dire, va sans aucun doute être saisie, mais va rendre une décision plus tard, nous, on est obligé de le scolariser pendant ce temps-là. Et c'est ça, en fait. Et là, on parle peut-être plutôt en dizaines dans ces cas-là, ceux qui seraient sur ce niveau de gravité-là. Ça veut dire le scolariser pendant ce temps-là, je redis vos mots, mais en même temps, c'est aussi, et c'est ce que vous avez dit, l'éduquer. C'est-à-dire que vous êtes dans une logique où on demande finalement aux enseignants de France, chefs d'établissement, de récupérer des élèves qui seraient endoctrinés et à qui il faudrait pour qui il faudrait revoir finalement l'éducation et la pensée. Comment est-ce possible d'avoir une telle charge ? Alors, pour les enseignants. Sur ces cas-là, les cas les plus radicalisés, moi je le dis très clairement en tant que président du SNALC, ce n'est pas possible à l'école seule. On ne peut pas y arriver à l'école seule, avec le cadre scolaire, avec juste des enseignants, avec des paquets de 30 ou 35 élèves. Ce qui est fou, c'est que vous ayez à y répondre à cette question. Enfin, cela vous choque ou pas, Médéric Chapiteau ? En tous les cas. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on se pose la question. Mais moi, je rejoins totalement. Pour les cas les plus graves, qu'on ne faut pas non plus essentialiser, c'est ce que je disais juste avant. Pour les cas les plus graves d'endoctrinement, les plus importants, il ne faut pas se leurrer. On n'arrivera pas à les faire rentrer dans le cadre républicain normal de l'école. Il faudra trouver un dispositif ad hoc pour ce type de profil-là. Et il faut clairement le poser, le débat. Mais dispositif ad hoc, ça veut dire peut-être travailler de concert justement avec les autres ministères, et notamment le ministère de la Justice. Arnaud de Saint-Rémy, une réaction par rapport à cela ?
Ma réaction, elle est assez simple. On a beau mettre en place des systèmes de signalement à la hiérarchie ou l'usage des bonnes pratiques, il existe un guide de prévention à la disposition des chefs d'établissement. La difficulté, c'est tous ces signalements, qu'est-ce que l'on en fait derrière et qu'est-ce qu'on peut ensuite en traduire en termes de réponse à cette prévention. Et j'ai la faiblesse de croire que les chefs d'établissement et le corps enseignant est un peu livré à lui-même face à ces phénomènes-là. Donc il faut absolument mettre le paquet pour pouvoir, lorsqu'il y a des fiches et des signalements, pouvoir apporter une réponse éducative. Et je pense que la protection judiciaire de la jeunesse a un rôle indispensable à jouer dans ces phénomènes. Beaucoup de départements se sont d'ailleurs liés par des conventions de partenariat avec le procureur de la République, l'autorité judiciaire, les juges des enfants et le rectorat pour pouvoir répondre à ces phénomènes-là. Parce que les départements aussi ont en charge des questions de prévention, d'aide sociale à l'enfance. Il y a un rôle absolument préventif majeur au niveau des départements. Et je crois que tout le monde doit être concerné. Personne, aucun de ces acteurs ne doit être à l'abri de tout cela et ne peut pas prendre en charge seul ce phénomène. Dernière chose peut-être, avant, je sais que je parle beaucoup, mais je voudrais simplement rappeler aussi une chose. La vraie difficulté aussi est de savoir qu'est-ce que l'on entend par un enfant radicalisé. C'est quoi un enfant radicalisé? La loi ne le définit pas. On a des notions de ce qu'est la radicalisation. On a aussi des notions d'ordre psychologique, sociologique, philosophique ou religieuse. Et la difficulté, c'est que comme la loi ne définit pas ce qu'est la radicalisation et ne prévoit pas la radicalisation comme un délit, pas encore, peut-être que ça viendra, la difficulté, c'est de répondre à un phénomène qui n'est pas totalement encadré par la loi. Et je pense que là, le législateur, il a un rôle probablement à jouer. Et nous, tous les acteurs, nous serons là au rendez-vous pour contribuer par notre connaissance du terrain à ce qu'il doit être fait dans la loi pour l'améliorer. Et oui, bien sûr, c'est une question effectivement majeure, ce que ça veut dire être radicalisé. J'en profite juste pour, comme je discute avec vous, Arnaud de Saint-Rémy, par rapport à l'implication effectivement de tout l'ensemble du monde de la justice. Est-ce que les procureurs généraux, le procureur de la République doivent soutenir, ont conscience de soutenir et d'accompagner vraiment les représentants de l'éducation nationale? Parce que souvent, c'est ce qui remonte. C'est-à-dire que oui, d'accord, les faits sont là, oui, il y a des problèmes, mais après, il n'y a pas de suivi. Oui, bien sûr, les procureurs sont évidemment là et font aussi un rôle très important à l'égard du rectorat et des chefs d'établissement. De même que le barreau, nous intervenons régulièrement dans les établissements scolaires pour pouvoir faire de la sensibilisation. Le Conseil national des barreaux, dont je suis un des élus, a organisé une journée collège au sein de très nombreux collèges partout en France, soit sur le territoire métropolitain et aussi en Outre-mer, parce qu'il y a aussi le phénomène Outre-mer qu'il ne faut pas négliger également. Les situations peuvent être cristallisées dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, il faut le savoir. Et donc la prévention, la sensibilisation, tous les acteurs du monde judiciaire est au rendez-vous. Clairement, là, ces élèves exclus, effectivement, les 180 dont on parle, ça a été fait suite à la perturbation du minute du silence. Donc, a priori, les choses étaient assez claires. Mais effectivement, c'est la question que pose Arnaud de Saint-Rémy. Qu'est-ce qu'un enfant radicalisé? Une réponse à cela, l'un et l'autre? Alors, nous, à l'Éducation nationale, j'ai envie de dire, c'est pas notre objet, le fait de savoir si l'enfant est radicalisé ou pas radicalisé. Nous, notre objet, c'est que nous sommes fonctionnaires et que nous devons signaler s'il y a des choses, ça s'appelle les informations préoccupantes, par exemple, l'école primaire, etc. Et donc, nous, on est tenus de signaler des choses qui nous paraîtraient préoccupantes. Après, ce qu'on fait de nos signalements, nous, généralement, on n'en sait strictement rien. En revanche, nous gérons des actes. Les conseils de discipline, c'est pas sur ce que pense un élève, c'est sur un acte qu'il a commis. S'il a tenu des propos antisémites, là, évidemment, on fait un conseil de discipline. Tout comme des propos racistes. Tout comme des propos racistes, oui. Toute chose très grave. C'est toujours bien de le rappeler. Médéric Chapiteau. Alors, ce qui est intéressant sur ce terme radicalisation, parce que c'est un terme qui agite à la fois la communauté scientifique, la communauté éducative depuis très longtemps, et même les journalistes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait... J'aime bien le même les journalistes, quand même. Même les journalistes s'agitent autour de ça, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est pratique à utiliser. On s'intéresse aux choses, effectivement. Il est vrai que ce terme est facile à utiliser, il englobe beaucoup de choses, mais on ne sait pas trop quoi y mettre derrière. En termes
purement technique, le terme radicalisation, en fait, c'est un outil de renseignement. Ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire que les services de renseignement mettent cette étiquette, au sens sociologique du terme, sur une personne. Il n'y a pas de sanction, c'est ce que vous voulez dire ? Exactement. Mais surtout, c'est pour ça qu'il n'y a pas de retour sur les signalements, parce que cette étiquette, elle est provisoire. On peut être radicalisé, je vais dire des bêtises, 3 mois, et au bout de 3 mois, à l'évaluation suivante, les forces de sécurité estiment que la personne, le jeune, pour le cas, n'est plus du tout dans une démarche de radicalisation, et on lui enlève l'étiquette et on le sort des fichiers. Donc, ça arrive, ça ? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Et à partir de là, c'est pour ça qu'il ne faut pas rendre public les listings, parce que c'est un problème. Ça m'amène à la question des 1000. Si on sort les 1000 du système scolaire standard, parce qu'ils sont... Les 1000, hein, pas Émile. Oui, les 1000. Les 1000 élèves, on va préciser, qui seraient fichés. Ça poserait une double difficulté. La première d'entre elles, c'est déjà qu'ils comprennent qu'ils sont fichés par les services de renseignement. Et donc, du coup, ça fait tomber toutes les procédures de suivi de la police. Et en même temps, ça va poser où on les met et qui va les encadrer. Alors, la PJJ est une réponse, mais la PJJ seule ne peut pas répondre. Il faudra avoir une interministérialité autour de ces questions-là. Alors justement, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes ? Parce que, alors, effectivement, une fois qu'ils sont sortis de l'école, parce que le conseil de discipline aura statué, par exemple, qu'on doit exclure définitivement un jeune. Ou alors que, pendant cette période d'attente de conseil de discipline, parce que combien de temps va durer cette période ? Alors, elle est réglementée. Hein. On peut pas faire attendre 6 mois une mesure conservatoire. Non, mais déjà 2 semaines, c'est trop long, déjà. C'est parfois le temps qu'il faut parce qu'un conseil de discipline, ça doit se passer dans les règles et je pense que l'avocat en Skype sera bien d'accord là-dessus parce que si jamais on ne respecte pas la procédure, ensuite ça peut être complètement cassé par un tribunal et du coup on a fait un conseil de discipline pour rien avec toutes les conséquences extrêmement négatives que ça donne. Donc il faut absolument respecter parce que les conseils de discipline ça respecte évidemment les grands principes du droit, le respect du contradictoire, etc. Vous validez ça, Arnaud Saint-Rémy, en une phrase ? En une phrase, il y a des délais, des motifs de convocation, des droits de la défense qui doivent être respectés. Et s'ils ne le sont pas, effectivement, la procédure sera invalidée. Mais alors, est-ce que c'est pas pire d'imaginer que ces élèves, effectivement, n'aillent plus à l'école, si on parle de radicalisation ? Est-ce qu'on ne court pas vers le pire, hein, Médéric Chapiteau ? C'est très compliqué, ça va dépendre de leur niveau d'implication dans la radicalité. Ça a été évoqué tout à l'heure. Entre la dizaine qui seraient très très radicalisés, pour moi ça va être très compliqué de les maintenir dans l'école, surtout dans l'atmosphère ambiante actuelle. Par contre, pour celles et ceux qui le seraient beaucoup moins, il va falloir mettre en place un système ad hoc qu'il faut peut-être inventer. Bon, alors les systèmes, là, excusez-moi, on n'a plus qu'une minute, mais j'aimerais quand même qu'on fasse le point très bref, évidemment, mais sur les mesures annoncées. Donc, bouton d'appel pour prévenir directement le commissariat plus proche dans certains établissements en essayant de déployer le système. Avec quel argent, on ne sait pas, mais espérons qu'il y en ait. Celui des collectivités locales. Voilà. Et peut-être celui de l'État aussi, s'il finance une partie. S'il finance une partie. Déploiement de 1000 brigades de mobiles de sécurité, des portiques dans les établissements, des vigiles, des caméras de surveillance, tout ça en disant qu'on n'a pas d'argent pour augmenter les profs et pour avoir plus d'AESH, mais tant mieux pour la sécurité. Des surveillances policières dans les rues et les collèges et les lycées, des militaires sentinelles renforcés avec des règles adaptées dans les écoles. Toutes ces dispositions qui sont prises depuis, effectivement, cet événement du 13 octobre. Qu'en pensez-vous ? Une réaction ? Alors, qui sont annoncées. Oui, c'est annoncé. Qui sont prises, c'est autre chose. Et puis, c'est pas les mêmes acteurs, suivant les dispositions. Il y a des choses prioritaires. Nous, au SNAL, qu'on l'a dit à Gabriel Attal, le fait d'avoir un système d'alerte, intrusion, qui fasse résonner une alarme spécifique et qui contacte immédiatement le commissariat ou la gendarmerie dans toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, ça c'est une priorité absolue, ça devrait déjà être fait, ça n'est pas fait dans la majorité des écoles primaires. Alors ça fait longtemps qu'il y a un problème de radicalisation. Et ça fait longtemps qu'on fait des exercices pour s'entraîner à se confiner si jamais il y a des intrusions, mais on n'a pas le système technique pour les indiquer dans la majorité des écoles primaires et dans beaucoup de collèges et de lycées. Pour le reste, ça va prendre sans aucun doute plus de temps sur la gestion des élèves les plus radicalisés. Nous, on sait qu'on a d'autres réunions qui vont être prévues au ministère de l'Éducation nationale pour savoir s'il faut un dispositif, une structure particulière avec toutes les difficultés que ça pose et avec le coût que ça a, parce qu'à un moment, il y a toujours des dimensions budgétaires qui rentrent dans ces discussions-là. Avec la recrudescence du nombre d'actes antisémites en France, et on l'a vu, c'est absolument dramatique. On a compté depuis le 7 octobre plus de 1040 actes antisémites déclarés, ce qui veut dire beaucoup plus, évidemment. Est-ce qu'il y a un moyen de rassurer les parents aujourd'hui, Médéric Chapiteau ?
Alors, je vais peut-être être en décalage avec ce qu'on pourrait être en droit d'attendre sur cette question-là, mais moi, je crois à la proactivité. Si on est capable d'identifier des enfants dangereux, parce que c'est potentiellement ce qu'on est en train de dire, je pense qu'il faudra à un moment se poser réellement la question de créer la loi qui les permette de les écarter le temps de leur dangerosité, et d'avoir un système, je l'ai dit, ad hoc pour s'occuper d'eux. Et il va falloir y passer, parce que sinon, on ne rassurera pas les parents. Et heureusement qu'on ne cite pas les écoles où sont placés ces enfants, parce que ça pourrait être encore plus anxiogène. Un mot de fin, Arnaud Saint-Rémy, sur le sujet. Et les établissements scolaires ne sont pas des établissements pénitentiaires, c'est-à-dire que plus on renforcera la sécurité des établissements scolaires, moins on répondra à la question éducative. Et je trouve que c'est quand même extrêmement dommage de recourir à des modifications législatives qui sont impossibles au regard des standards internationaux. Il est impossible de pouvoir exclure définitivement des élèves, quels qu'ils soient, du système scolaire. Nous serons sanctionnés par la Cour européenne des droits de l'homme, comme l'a été en 2011 le Royaume-Uni dans une autre situation. Et moi, je dis une seule chose, c'est que plus on mettra des dispositifs exceptionnels, plus il faudra des juges pour pouvoir les décider et des avocats pour pouvoir, le cas échéant, accompagner ces jeunes. Parce qu'une fois encore, si on vous colle l'étiquette de radicalisé alors que vous ne l'êtes pas, eh bien comment vous allez vous défendre s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse expliquer que pas du tout le rire, le sarcasme que vous avez eu au moment de la minute de silence n'est pas le signe d'une radicalisation, mais peut-être d'une jeunesse un peu en déshérence, eh bien il faut l'entendre, et ça, seul l'accompagnement par un avocat à tous les stades de la procédure sera utile. Merci beaucoup, merci mille fois à vous trois d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle, Arnaud Saint-Rémy, vous êtes avocat au barreau de Rouen et spécialiste du droit des mineurs. Jean-Rémy Girard, président du SNALC, et Médéric Chapiteau, sociologue et membre du Conseil des sages de la laïcité auprès du ministère de l'Éducation. Merci à vous trois d'avoir été sur le Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve. School TV est partenaire média du salon Educatech Expo by WiiU Group. Du 15 au 17 novembre prochain, School TV vous donne rendez-vous à la porte de Versailles à l'occasion du salon Educatech Expo by WiiU Group. Vous êtes acteur de l'innovation éducative? Notre journaliste Philippine Dolbeau ira à votre rencontre pour décrypter avec vous les nouvelles tendances EdTech. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT d'éducation. Alors cette année, cela a fait 100 ans que Gustave Eiffel est décédé. Et alors à cette occasion, la maîtrise de Radio France et le chœur d'adolescents de l'éducation nationale mettent en chorale l'œuvre de la compositrice Lise Borel. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Audrey Wacky. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, déléguée à l'éducation et au développement culturel, en charge du pôle pédagogie à la direction de la musique et de la création de Radio France. Quel titre? Oui, tout à fait. Très bien dit. Merci. Et Mathias Charton, bonjour. Merci également d'être avec nous. Nous sommes ravis d'être président de la FNCS, la Fédération nationale des chœurs scolaires, également chef de chœur et inspecteur d'académie. Alors, on va regarder ensemble quelques images. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, Audrey Wacky? Qu'est-ce que c'est? Là, on va regarder la chorale, c'est ça? Oui, alors là, on va avoir une présentation de la maîtrise de Radio France, donc, qui est une école pour des chanteurs, voilà, qui est portée par Radio France depuis très longtemps et qui accompagnera ce premier chœur interacadémique de l'éducation nationale sur ce projet autour de Gustave Eiffel. Alors, regardons.
C'est absolument sublime. Alors, le chœur d'adolescents de l'Éducation nationale est composé de 46 élèves, c'est ça, issus de 23 académies. Donc, c'est absolument génial. Comment on a recruté, si je puis dire, ces élèves, ces adolescents ? Alors on a commencé par recruter les enseignants, tout d'abord, un enseignant par académie, qui sont issus d'établissements en réseau d'éducation prioritaire, soit rural, soit des quartiers politiques de la ville. Et donc chacun de ces enseignants a ensuite sélectionné 2 élèves parmi les élèves qui constituaient leur chorale. Des élèves qui sont motivés, des élèves qui sont volontaires, des élèves qui ont prouvé sur les 2 dernières années qu'ils étaient très investis, qu'ils adoraient chanter. Et donc on a constitué le chœur de cette manière. Les enseignants dont vous parlez, ce sont les enseignants qui en fait enseignent tout simplement ce qu'on appelle ça les cours de musique à l'école. Exactement. Voilà, et qui sont tout simplement motivés, évidemment passionnés par la musique. Alors ce sont des professeurs d'éducation musicale et chant choral, tout à fait, qui enseignent en collège et qui sont, en plus d'être passionnés par la musique, qui sont de formidables activateurs d'énergie dans leurs établissements en montant de nombreux projets artistiques avec leurs élèves. Alors je le disais, c'est un projet commun avec la maîtrise de Radio France. Comment ça s'est opéré cette idée, Audrey Wacky ? À quel moment vous êtes rendu compte que le rôle à la fois de la maîtrise de Radio France dans le projet et pourquoi autour de Gustave Eiffel ? Alors, ce projet est porté en partie aussi par l'Académie musicale de Villecroze, qui fait de nombreuses commandes pour le chant choral, notamment en collège. Et ils se sont tournés vers nous pour porter la création de ce spectacle. Ils ont passé la commande à la compositrice Lise Borel, donc, qui a fait cette... et on est en partenariat également avec l'Institut de France, France Mémoire, qui a sélectionné cette date anniversaire du centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Donc c'est vraiment un projet avec beaucoup de partenaires très engagés dans le projet. Et nous, on le porte à un autre titre également, c'est qu'on a une plateforme qui s'appelle Vox, ma chorale interactive, et qui aide à la promotion du chant choral au niveau scolaire. Donc on crée énormément de ressources pour les écoles, et notamment ce projet fera partie de Vox, ma chorale interactive. Donc toutes les ressources pédagogiques seront disponibles pour les enseignants afin que leur chorale puisse être prise. Les ressources, c'est les partitions, c'est les enregistrements et autres qui peuvent se dupliquer justement dans d'autres académies, écoles et collèges. Et l'idée, c'est... Voilà. C'est ça. Alors l'idée, c'est que là, les 23 professeurs vont créer l'œuvre aussi avec leur chorale au mois de mai-juin. Et on va avoir d'autres professeurs qui, à partir de la rentrée 2024-2025, vont s'emparer du répertoire sur Vox pour pouvoir le créer à leur tour avec donc les partitions, les accompagnements, les livrets, tout ce qui leur permet de pouvoir monter ce projet en autonomie dans leurs établissements scolaires. Bon, alors ce concert, il a lieu demain. Demain à 20h à la Maison de la Radio et de la musique. J'imagine que le stress monte, alors pour vous certes, mais surtout pour ils sont combien les 46 élèves qui sont issus, je le rappelle, de 23 académies, et combien d'enseignants ? 23. 23. Ah, pardon. 60 maîtrésiens qui sont présents. Enseignants. Et 60 maîtrésiens qui sont sur scène également avec eux. Donc c'est un gros effectif. Alors comment on gère ce stress ? Alors je pense qu'il y a plus de l'excitation que du stress, puisqu'ils se sont beaucoup préparés. Pour certains, ils ont commencé à travailler les œuvres en mai dernier. Donc ils connaissaient déjà par cœur le répertoire en arrivant le 31 octobre lorsqu'on a retrouvé tous les jeunes chanteurs. Donc là, ils n'attendent qu'une chose, c'est de brûler les planches, je pense. Et puis déjà la première prestation à l'Institut de France vendredi a été un vrai succès. Donc là maintenant on sait qu'ils sont capables de le faire. Donc on attend juste pouvoir tout faire et je crois qu'ils sont très impatients plutôt que stressés. Alors, il y a 2 formations, à la fois effectivement celle que reçoivent les élèves, mais celle aussi que reçoivent peut-être, j'imagine, les professeurs, les enseignants en question, parce que certes, ils maîtrisent la musique, certes, ils enseignent, donc, ils font de l'éducation musicale au sein des collèges et lycées d'éducation prioritaire, vous le disiez, mais c'est pas la même chose, peut-être, que de former effectivement tout d'un coup des élèves à une telle représentation. Alors pour eux, c'est très différent, d'autant plus que là, ils ont travaillé, alors ils préparaient leur chorale pour la fin de l'année avec les 13 chansons, mais là ils ont dû préparer 2 élèves seulement pour qu'ils puissent chanter les 13 chansons dès le 31 octobre. Donc il y a eu tout un travail d'accompagnement spécifique qui est quelque chose de relativement nouveau pour la plupart d'entre eux. Donc ça a été une expérience très forte. Ils ont tissé des liens très forts avec leurs 2 élèves. Et puis on a eu un stage de formation fin avril à Villecroze où on a eu ces 23 professeurs qui ont travaillé pendant 6 jours avec moi-même et Lise Borel, la compositrice, pour développer à la fois la
connaissance de l'œuvre, et puis d'autre part un certain nombre d'outils de transmission pour que les élèves soient prêts le 31 octobre à se retrouver et à chanter l'ensemble de l'œuvre, puisque dès la première répétition, ils étaient capables déjà de chanter par cœur. Vous y étiez aux répétitions? Ça a eu lieu pendant les vacances scolaires. Voilà, ils se sont tous réunis. C'était un moment très fort pour eux. Nous, on attaquera demain une générale à 15h, qu'on a ouvert à d'autres scolaires qui viendront voir le travail de tous ces enfants et qui pourront travailler sur les ressources pédagogiques qui ont été créées par l'Éducation nationale tout au long de l'année, en dehors des élèves qui auront travaillé la musique. Toutes les ressources sur l'histoire de Gustave Eiffel, etc., sera reprise tout au long de l'année par d'autres programmes. D'autres programmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée aussi, c'est de pouvoir effectivement enseigner tout ce qui touche à la musique. Effectivement, il y a la pratique de la musique et puis évidemment, il y a l'histoire de la musique et tous ceux qui la composent. Est-ce qu'il y a un besoin encore aujourd'hui de rappeler à quel point c'est nécessaire et bon et fondamental que de s'intéresser à la musique ou du moins de la pratiquer si on peut? Alors, c'est toujours nécessaire de rappeler la pédagogie, c'est l'art de la répétition, et donc de rappeler que de pratiquer le chant choral, ça a de nombreuses vertus. Ça permet de développer les connecteurs neurologiques, cognitifs, psychomoteurs, affectifs, qui favorisent les apprentissages par la suite. Donc c'est un vrai levier d'apprentissage et de réussite scolaire. Nina Cross, qui est une scientifique américaine, a évoqué le fait qu'un élève qui réalise donc 4 heures de répétition par semaine pendant 4 ans de chant choral va développer ses capacités de mémorisation de 13 points, va développer son quotient intellectuel de 8 points. Donc ça a vraiment de vrais atouts, ça réduit le décrochage scolaire de 80%. Donc toutes ces pratiques chorales, vocales, musicales, artistiques concourent au développement personnel de l'élève. Et donc il y a cet enjeu-là qui est extrêmement fort. Donc de le rappeler, c'est toujours intéressant de témoigner de cet apport. Et puis au-delà de ça, de cet apport personnel, il y a aussi le plaisir qu'ont les élèves à se produire. Et pour en revenir sur le contenu de l'œuvre de Gustave Eiffel, pour nous, c'était pas seulement la dimension musicale, mais c'était aussi la dimension des compétences et des connaissances qui pouvaient être connexes, puisque derrière la musique, il y a le texte. Et derrière le texte, on peut y mettre ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Et on a fait le choix d'intégrer cette œuvre dans le champ de la culture scientifique, technologique et industrielle, la CSTI, pour que les élèves puissent découvrir en profondeur le travail de Gustave Eiffel, le travail de l'inventeur, le travail de l'ingénieur, le travail autour du vent, autour du souffle, tout le travail autour des ponts qu'il a mené, qu'il a proposé. Et donc ils ont pu acquérir de très nombreuses compétences et connaissances, et c'est assez rigolo si je peux me permettre de vous raconter une anecdote. On a eu la chance de rencontrer Pierre-Antoine Gattier, qui est donc académicien et chef des bâtiments nationaux vendredi après-midi, et nos élèves ont été capables de citer l'ensemble des noms qui se trouvent sur et autour de la Tour Eiffel, de tous ces grands ingénieurs de la fin du 19e siècle qui ont été posés ici par Gustave Eiffel, donc Cauchy, Gay-Lussac et bien d'autres. Même moi j'en ai retenu quelques-uns en découvrant l'œuvre. On a rappelé évidemment. Ouais. Exactement, et donc nos élèves ont été capables de tous les citer, et donc ils ont mémorisé comme ça des connaissances qui vont bien au-delà simplement des connaissances musicales. Vous disiez 23 académies, donc 23 enseignants. Ça veut aussi dire que ça peut être un projet scolaire, dans le sens où effectivement vous parliez de physique, de mathématiques, d'histoire. Donc en fait, ce sont des enseignements qui peuvent se faire dans toutes les matières. Exactement. Ce projet peut être porté. Transdisciplinaire, c'est un peu les nouveaux axes de travail de l'Éducation nationale, c'est de pouvoir intégrer des connaissances sur différents champs en même temps. Et ce projet est très représentatif de tout ce qu'on peut faire en mêlant différents champs de compétences et de connaissances. Donc, que dire à un élève qui pourrait dire non mais moi la chorale pas trop, puis ces chants aigus j'aime pas trop, ça me ressemble pas. Comment les motiver aussi pour pouvoir tout d'un coup faire le premier pas, intégrer une équipe? Justement, c'est aussi l'enjeu de la création de ce chœur national, c'est de dépoussiérer un peu l'image de la chorale et de montrer que ça peut être quelque chose de cool aussi. Alors il faut le vivre, vous avez raison, et donc le fait d'ouvrir la porte de toutes ces chorales qui existent, de ces plus de 6000 chorales dans les établissements scolaires que nous avons aujourd'hui en France, c'est une façon... Public et privé ? Public et privé. Nous avons aujourd'hui 5900 professeurs d'éducation musicale qui, au quotidien,
animent l'enseignement facultatif de chant choral dans leurs établissements. Et donc c'est accessible à tous les élèves dans tous les établissements de collège de France. Et donc ils peuvent profiter de cette expérience. Aujourd'hui, c'est 10% de nos élèves du collège qui vont à la chorale. Qui pratiquent. C'est ça. Formidable. Merci beaucoup d'être venus tous les deux sur ce plateau pour nous parler de cette belle soirée, donc ce concert qui aura lieu demain à 20h à la Maison de la Radio et de la Musique. Si on ne peut pas y aller, comment est-ce qu'on peut retrouver le concert? Alors justement, j'allais le dire, il sera diffusé en direct et en replay sur la chaîne YouTube Vox Ma Chorale Interactive, donc à retrouver dès 20h pour tout le monde. On a toutes les soyez infos. nombreux. Soyez nombreux. Merci beaucoup Audrey Waki d'avoir été avec nous. Merci. Je le rappelle, vous êtes déléguée à l'éducation et développement culturel en charge du pôle pédagogie, la direction de la musique et de la création de Radio France. On va faire un raccourci avec un acronyme. Et Mathias Charton, président de la FNCS, la Fédération nationale des chorales scolaires, ainsi que chef de chœur et inspecteur d'académie. Merci à vous deux et plein de bonnes choses pour demain. On va retrouver tout de suite Guillaume Buan pour sa chronique. Guillaume, pour votre chronique, vous allez nous parler du service militaire, mais surtout le service national universel. Effectivement, oui, c'est un sujet qui est revenu sur la table ce week-end. Édouard Philippe était l'invité de Radio J, l'ancien Premier ministre et maire du Havre. Moi, je l'ai fait, j'ai adoré ça. Je connais des gens très bien qui ont détesté ça, qui s'y sont ennuyés. Moi, j'ai aimé ça, j'ai appris plein de choses. Est-ce que c'était utile au service de la nation? Oui. Est-ce que c'était militairement utile? Le président Chirac, en 1995, a considéré qu'il fallait passer à une armée complètement professionnelle pour défendre les intérêts de la France, et je pense qu'il avait raison à ce moment-là. Est-ce qu'il faudra reformer une partie de la jeunesse, voire toute la jeunesse? C'est une question qui sera peut-être posée. Comme je pense que nous vivons dans un monde dangereux, j'ai tendance à penser qu'elle sera posée bientôt. Alors un peu d'histoire, puisque c'est la Révolution française qui instaure la conscription, soit la réquisition par l'État d'une partie de ses citoyens à des fins militaires. Auparavant, sous l'Ancien Régime, l'armée était composée de professionnels. La milice, il s'agissait de célibataires, la plupart du temps, recrutés par tirage au sort. À ce moment-là, seuls étaient astreints à servir les paysans ou encore les manœuvriers qui étaient pauvres. Alors ça a été aboli en 1789 lors de la Révolution. Mais c'est vraiment le 5 septembre 1789 que la loi Jourdan Delbrel, des noms du général et d'un député, officialise la conscription universelle et obligatoire de tous les Français âgés de 20 à 25 ans. Tout Français est soldat et se doit à la défense de sa patrie. Voilà ce que précise l'article 1 de cette loi, qui permettra notamment d'alimenter les armées napoléoniennes jusqu'en 1815. Alors elle a été ensuite supprimée sous la Restauration, puis de nouveau rétablie après la guerre franco-prussienne en 1870. Alors aujourd'hui, le service militaire, tel qu'on le connaît exactement, il date de quand? La loi du 21 mars 1905. C'est la loi en fait fondatrice du service militaire tel qu'il sera ensuite pratiqué tout au long du XXe siècle. Elle supprime notamment le tirage au sort et rétablit le principe d'égalité en supprimant toute possibilité d'exemption excepté médicale. Alors le service militaire, il dure 2 ans, il dure 3 ans, il dure quelques mois. Il a un petit peu varié avec le temps et pendant la guerre d'Algérie en 1954 et 1962, on a de nouveau eu recours à ces contingents, au total plus d'1 million, et c'est la dernière grande mobilisation d'ailleurs des conscrits. Après la guerre d'Algérie, le service militaire est réformé, il va passer de 16 mois à 12 mois et le 22 février 1996, Jacques Chirac, l'ancien président de la République française, annonce la suppression du service militaire. Donc l'appel sous les drapeaux est suspendu. Attention, on dit bien suspendu. Il n'est pas abandonné. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette possibilité d'y revenir. C'est un peu ce que sous-entendait Édouard Philippe. Alors aujourd'hui, on parle du service national universel, le SNU. Oui, et ce programme a été mis en place par justement Édouard Philippe. Lui, Premier ministre à partir de 2019. C'était d'ailleurs une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron lors de l'élection de 2017. Aujourd'hui, c'est la secrétaire d'État en charge de la jeunesse, Prisca Thévenot, qui s'occupe du service national universel. Il est d'ailleurs de retour, ce SNU, puisque 2024 sera une année clé pour le SNU. Cette nouvelle édition témoigne d'une ambition assumée, celle de construire une société de l'engagement avec et pour nos jeunes. Voilà ce que précise la ministre. Elle explique d'ailleurs ce qu'est le SNU. Elle en parlait à Estelle Gaz pour le podcast Exceptionnel. Écoutez. À chaque fois qu'on parle du SNU, c'est pour demander si c'est obligatoire ou pas obligatoire. Mais est-ce qu'on s'est juste demandé ce que c'était? La nation leur offre un temps qui est un temps d'engagement, où ils se retrouvent en collectivité, plus ou moins loin de chez eux, pour apprendre à s'engager avec des associations.
Et les associations sont au cœur justement de cette capacité peut-être à refaire du lien, à se reprojeter et être dans le concret du quotidien. Celui, le fameux, dont beaucoup parlent beaucoup, mais très peu vraiment agissent dessus. Et selon les premiers retours, les participants poursuivent cet engagement selon la ministre. Écoutez. C'est unanime, ils sont tous satisfaits et ils poursuivent tous leur engagement au travers d'associations plus ou moins locales. Donc c'est pour beaucoup un pied concret dans le chemin et dans la voie de l'engagement. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont commencé leur engagement avec le SNU. Mais c'est une nouvelle forme, c'est peut-être l'accélérateur de la concrétisation d'une action d'engagé. La ministre Prisca Thévenot pour le podcast exceptionnel. D'ailleurs, le service national universel, il revient. Cette année, les jeunes, au moment de leur inscription, vont pouvoir choisir une des 4 thématiques d'engagement. Il y aura sport et Jeux olympiques et paralympiques, défense et mémoire, environnement ou résilience et prévention des risques. Alors après avoir réuni plus de 40 000 jeunes en 2023, les séjours de cohésion vont donc continuer leur progression pour accueillir, selon le gouvernement et ce qu'il souhaite, 80 000 volontaires l'année prochaine. Pour la première fois au passage, chaque académie proposera 4 séjours de cohésion hors temps scolaire. Il y aura les vacances d'hiver, les vacances de printemps en fonction de votre zone bien sûr, du 17 au 28 juin prochain et du 3 au 15 juillet. Sont concernés donc tous les jeunes de 15 à 17 ans, hommes et femmes. Et si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur le site internet www.snu.gouv.fr. Après 17 ans, on peut toujours ou pas? Non. Uniquement 15 à 17 ans. Terminé. Merci beaucoup, merci Guillaume Burn. Tout de suite, on va retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Myriam Benoît. Bonjour Myriam. Bonjour Malika. Alors Myriam, le grand public t'a découverte en 2017 avec une phrase culte prononcée dans C'est mon choix. Je ne suis pas venue ici pour souffrir. Ok, je ne l'ai pas bien faite. Tu l'as très bien faite. Bravo. Ça a été un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça a eu un impact inattendu. Et après, c'est devenu un carton sur scène puisque tu es devenue humoriste. Ouais, c'est ça. Est-ce que sans ça, tu serais devenue humoriste? Devenir humoriste, ça a toujours été un rêve d'enfant. Donc ouais, je pense que même s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais voulu l'être. Là, on te retrouve à l'Apollo. Ouais. Tous les mercredis? Tous les vendredis. Mince, bah voilà. Tous les vendredis, 21h? 21h30. 30 Tous les vendredis. Et aussi au Paname Comedy Club, au Paname. Un peu partout, en réalité, dans tous les cafés-théâtres, dans tous les comédie clubs, je joue, je teste des blagues et mon spectacle, je joue à l'Apollo. À l'Apollo le vendredi à 21h30. Exactement. Ça, c'est pour la récurrence. Et après, on peut te retrouver un petit peu partout dans les cafés, les comédie clubs parisiens. Ouais. Cette sortie un peu drôle, malgré toi, est-ce que tu penses qu'elle t'a fermé ou ouvert des portes? Je pense que ça m'a ouvert plus rapidement des portes. Parce que c'est quand même un métier où il est difficile d'y entrer et aussi vite que j'ai pu le faire. Donc ça m'a beaucoup aidée, on crache pas dans la soupe et j'en suis plutôt contente en réalité. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a tout de suite prise au sérieux dans ce métier avec ce petit buzz ou qu'il a fallu quand même plus prouver? Le truc c'est que je prouve encore. Parce qu'il y a des gens encore qui n'ont que ça dans la tête. Et j'essaye tous les jours de changer un peu cette image-là. C'est pas évident, mais j'y arrive plutôt bien, j'espère en tout cas. mais on m'a jamais pas pris au sérieux ou ni quoi que ce soit, parce que ça reste quand même... c'était un truc drôle et dans la continuité du truc, je fais encore des trucs drôles, donc ça va, en vrai. Comment tu qualifierais ton humour, justement ? C'est un humour d'observation, très théâtral, un peu décalé aussi. Je pense que ça le qualifie assez bien. Oui, décalé, je trouve que c'est tout à fait ça. Ouais. On va se faire un petit flashback. On va revenir dans ton enfance. Déjà, on va revenir aux prémices. Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es née? Alors moi, je suis née à Casablanca, au Maroc. J'ai grandi à Casa jusqu'à l'âge de 10 ans. D'accord. Je suis partie à l'école là-bas, à l'école française. C'est pour ça que j'ai pas d'accent. Mais d'ailleurs, tu as des origines franco-russes et marocaines. Ouais. Sacré mélange. Ça fait un caractère assez énergique. Mais
Et après, je suis venue en France à l'âge de 10 ans, puisque mon père, c'est lui qui est franco-russe, c'est ma mère qui est marocaine. D'accord. Du coup, on est venu s'installer ici en France, et voilà, j'ai grandi en France après. Tes 10 premières années à Casa, ça se passe comment ? Mes 10 premières années à Casa, je suis entourée de ma famille, je suis très très famille. La première langue que je parlais, c'était le marocain. Et mon père parle uniquement le français. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il racontait. Vous ne pouviez pas échanger ? Non. Et ma mère me racontait que je me roulais par terre et je disais « Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais qu'est-ce qu'il dit ?» En arabe. En arabe ? Et vraiment, je faisais des crises. Je disais « Mais je ne comprends pas ce qu'il dit !» Je pleurais et tout. C'est énorme. Je te jure, c'est vrai. Mais jusqu'à quel âge ? Jusqu'à que je suis allée à l'école, je pense, je sais pas, 3 ans, je crois, 3-4 ans, un truc comme ça, tu vois. Et après, j'ai appris le français, etc. Mais enfin, voilà. Ça devait le rendre très triste, ton papa ? Non, mon père, il fait que rigoler. Mon père, c'est l'homme qui rigole. À un allô, je lui dis allô, papa, il explose de rire. C'est ça, mon père. Ok, il a la joie de vivre, quoi. Il a la joie de vivre, mon père. C'est déjà la fin de ce numéro. Retrouvez-moi demain. Je serai toujours en compagnie de Myriam Benoît. À demain. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les box Orange, schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Vous revoyez les émissions, vous, Guillaume, de temps en temps ? On se regarde. Ah bah oui, mais ça tous les jours. Ça doit être une maladie, ça. C'est une maladie des animateurs et des chroniqueurs, surtout, j'ai remarqué. Vous n'êtes pas le seul à le faire. Pareil. À la réalisation, je remercie Romain Luc. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Thaïs Ayad et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.